Regardez ce soldat. C'est l'Arien parfait. L'un des guerriers d'élite de l'humanité. Aux yeux bleus, à la mâchoire d'acier. L'exemple parfait de la supériorité raciale. Quelqu'un qui portera la bannière du national-socialisme vers un avenir racialement pur. Ah oui, et il était juif. Enfin, en quelque sorte. Bon, écoute, c'est compliqué. Très bien. Donc, tout le monde connaît l'obsession d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie pour la pureté raciale et la croyance en la supériorité de l'Arien sur les autres ethnies. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Et comment les soi-disant racialement impurs ont-ils fini par travailler dans la machine de guerre nazie ? Tout d'abord, qui ou que sont les Ariens ? Ariens était le nom que se donnaient divers anciens peuples installés, il y a très longtemps, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran et le nord de l'Inde. Mais ensuite, il y a seulement environ 150 ans, certains Allemands ont cru qu'ils étaient les descendants de ces anciens peuples. Ils ont supposé que les Ariens étaient une sorte de grands conquérants, qui auraient apporté la civilisation en Europe. Cette fausse idée a été combinée à leurs propres incompréhensions déformées du darwinisme, car Darwin croyait que nous avions tous une ascendance commune. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, dans les années 1930, ils ont appliqué leurs idées aux races imaginaires du monde. Pour faire court et simplifier un sujet aussi complexe que celui-ci. Ils croyaient que les Ariens étaient supérieurs et avaient donc le droit, voire le devoir, d'éliminer ou de soumettre d'autres races imaginaires. Bien sûr, il y avait une haine particulière envers les Juifs, mais cette supériorité s'appliquait aussi aux Roms, aux populations noires et asiatiques, ainsi qu'à d'autres groupes européens comme les Slaves. On croyait que ces groupes, supposément inférieurs, pouvaient être identifiés par des éléments arbitraires comme la couleur de peau, ainsi que par des caractéristiques physiques très spécifiques, comme la taille et la forme du crâne, du nez ou de la mâchoire, tout en ignorant les autres parties du corps qu'ils avaient en commun. L'Arien parfait était grand, avait une structure osseuse parfaite, la peau claire, et était idéalisé avec des cheveux blonds et des yeux bleus, des caractéristiques qui étaient affichées partout. La propagande allemande. Il y a cependant un petit problème avec cela. La majorité des Allemands n'avaient ni les yeux bleus, ni les cheveux blonds, pas même Adolf Hitler. Alors, ces Allemands aux cheveux foncés et aux yeux marrons étaient-ils d'une certaine manière inférieurs ? Pas du tout. Le stéréotype nordique des yeux bleus et cheveux blonds était un idéal, mais ce n'étaient pas les seules caractéristiques admises. C'était un signe de supériorité raciale, mais pas le seul facteur. Personne n'a été envoyé à Auschwitz pour avoir les yeux marrons. Cela n'a pourtant pas empêché une blague populaire de l'époque de dire que l'Arien idéal était aussi mince que Göring, aussi grand que Goebbels et aussi blond que Hitler. Donc, c'est assez clair alors. Selon l'identité raciale nazie, les Allemands et les Nordiques sont supérieurs, les autres ethnies sont inférieures. Tout cela fait partie d'une hiérarchie raciale qui place les Juifs, les Noirs et les Asiatiques tout en bas. Si seulement c'était aussi simple. En pratique, cela s'est manifesté de manière complexe et incohérente. Par exemple, il y avait un mépris pour les soi-disant asiatiques. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des plus grands alliés de l'Allemagne était justement la nation asiatique du Japon. Hitler a rationalisé cela en faisant des Japonais des Ariens honoraires, ce qui contredisait sa propre idéologie. Ce n'était pas la seule fois où les Allemands ont abandonné leur profilage racial. Parmi tous les groupes ciblés par les nazis, aucun n'a été plus vilipendé que les Juifs. Bien sûr, il fallait une définition de qui était juif, ce qui a été codifié dans la loi. C'est ici que le terme Mischling entre en jeu. Signifiant métis, mixte ou hybride, c'était le terme appliqué à ceux d'origine juive. La loi allemande classait les Mischling en deux catégories. Premier degré, ceux ayant deux grands-parents juifs, et second degré, ceux n'en ayant qu'un seul. 3 ou 4 grands-parents juifs étaient considérés comme entièrement juifs. La conversion au christianisme ne changeait pas la perception de ces individus, et ils étaient traités comme des juifs même s'ils ne pratiquaient plus la foi juive. Seule la conversion d'un ancêtre aussi lointain qu'un arrière-grand-parent comptait pour avoir un sang arien approprié. Les Mischling étaient considérés comme citoyens de seconde classe, et subissaient de fortes restrictions dans la société allemande. Comme toutes les politiques raciales nazies, elle était hasardeuse, contradictoire et parfois ignorée. Par exemple,
de nombreux Mischlings ont été renvoyés de la Wehrmacht en raison de leur ascendance juive, ou ont été contraints d'être rétrogradés à un rang inférieur. Ils ne pouvaient pas non plus rejoindre l'armée plus tard pendant la guerre. Cela dit, un nombre important a réussi à conserver ses postes militaires, défiant ouvertement les politiques, ou ont quand même été enrôlés malgré la loi à cause de la confusion bureaucratique. Lors d'un incident, un homme à moitié juif a été enrôlé. Il a plusieurs fois écrit à la Wehrmacht pour dire qu'il n'était pas assez pur racialement pour servir. Ses explications ont été ignorées, et il a quand même été enrôlé. La situation était déjà confuse, et de nombreux Mischlings et non-aryens ont obtenu des exemptions aux lois discriminatoires. On leur a remis des certificats de sang allemand, des documents qui faisaient d'eux des Allemands de sang pur par décret officiel, délivrés au cas par cas et approuvés par Hitler. Il était cependant précisé que ce statut était entièrement conditionnel et serait réévalué à la fin des hostilités. Environ 2000 hommes ont bénéficié de ces exemptions, devenant aryens par décret officiel plutôt que par le sang. Au total, il a été estimé par le chercheur Brian Mark Rigg que jusqu'à 150 000 soldats d'ascendance juive partielle ont servi dans la Wehrmacht pendant la guerre. Ceux-ci allaient être du simple soldat au haut gradé, servant encore malgré leur héritage juif, bien que ces chiffres soient encore contestés par d'autres chercheurs. Comprendre pourquoi peut être difficile. Ils luttaient pour un système qui les discriminait et persécutait leurs familles, envoyant même certains proches dans des camps d'extermination. De nombreux Mischlings restaient partagés, mais servaient malgré tout leur attachement à la patrie surpassant les mauvais traitements, ou pour d'autres raisons personnelles. Servir devint plus ardu en avril 1940 quand Adolf Hitler ordonna le renvoi de tous les demi-juifs de la Wehrmacht. Ils pouvaient rester dans les rangs s'ils demandaient et obtenaient un certificat de sang allemand. La mise en vigueur de la politique a aussi été retardée par la confusion après la bataille de France. La répression n'a eu d'effet notable qu'à la fin de l'été. Même alors, elle fut menée de façon désordonnée. Certains officiers ignoraient l'ordre, où la recherche de Mischling se limitait à une déclaration sous serment du soldat, affirmant être un Allemand de sang pur. Beaucoup de Mischling l'ont fait non pas par tromperie, mais parce que les politiques raciales allemandes étaient tellement complexes et alambiquées qu'ils pensaient réellement être de sang allemand. Et, bien sûr, beaucoup ont simplement menti sur leurs origines et sont restés à leur poste. Cela nous amène au soldat du début de la vidéo. Vous vous souvenez de lui ? Eh bien, c'est une personne réelle. Voici Werner Goldberg. Lorsque la guerre a éclaté en septembre 1939, il lui restait un mois avant ses 20 ans. Il avait servi dans le service du travail du Reich et, en 1938, il avait rejoint l'armée allemande. Il a combattu pendant l'invasion de la Pologne à la frontière, en France, peu après le début des hostilités. La photo a été prise par un photographe militaire. L'image a ensuite été vendue et imprimée avec la légende « Le soldat allemand idéal ». Le soldat allemand idéal, cependant, s'est avéré être un demi-juif, ou un Mischling de premier degré. Son père était un homme juif converti au christianisme, ce dont Werner n'était pas au courant, et il avait donc 2 grands-parents juifs. Après la déclaration d'avril, expulsant les demi-juifs du service militaire, Goldberg a été renvoyé de l'armée, où il a ensuite travaillé dans un atelier de tailleur. Il a obtenu des contrats pour fabriquer des uniformes pour l'armée allemande jusqu'à la fin de la guerre. Mais cela n'a pas protégé sa famille de la persécution. En 1942, son père a été hospitalisé, puis l'hôpital a été perquisitionné par la Gestapo. En tant que juif, il a ensuite été transféré dans un hôpital juif en vue de sa déportation à Auschwitz, la veille de Noël. Sachant les gardes ivres ou absents, Werner entra à l'hôpital, retrouva son père et ressortit sans être remarqué. Il a réussi à garder son père hors de leurs griffes pour le reste de la guerre, le sauvant encore 2 fois par la suite. L'histoire de Werner Goldberg, à la fois symbole suprême de la suprématie aryenne et exemple d'infériorité raciale, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'expérience vécue par de nombreux citoyens du Troisième Reich allemand.